Si tu pouvais dîner avec 3 personnes, qui choisirais-tu? Tu lis un livre par semaine, plus tu as des activités, comment tu fais pour trouver le temps d'écrire? Depuis tout à l'heure, on parle du terme idée qui traverse vraiment tes livres. Mais c'est quoi une bonne idée? Dans ces idées justement pour nous sauver, il y en a 3 que tu retiens et qu'on devrait s'appliquer pour améliorer notre vie. Nouvelle saison, nouveau décor. Je vous retrouve aujourd'hui dans Booksider, le rendez-vous littéraire de Loopsider. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Nicolas Bordas. On va voir avec lui comment on passe de star de la communication à auteur d'un livre et de 52 idées qui peuvent nous sauver. Bonjour Nicolas Bordas. Bonjour Marine. Je suis très heureuse de te recevoir ici dans Booksider pour parler de ton livre qui est très très beau. Je découvre. Quand est-ce que tu as décidé d'être auteur? Et surtout, ça change vraiment avec ton métier habituel de publicitaire. Alors ça change et ça ne change pas, mais je peux dater très précisément l'année à laquelle j'ai décidé d'être auteur, parce que c'est en fait l'année où j'ai lu un livre qui a changé ma vie, qui est un livre d'Edgar Morin qui s'appelle « Les idées, leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur organisation », et qui s'inscrit dans l'œuvre d'Edgar Morin qui s'appelle « La méthode ». Et donc il avait écrit « La nature de la nature, la vie de la vie, la connaissance de la connaissance », et son 4e livre est un livre sur les idées. Moi à l'époque je travaillais déjà dans la communication, donc je travaillais évidemment beaucoup sur la question des idées, comment les idées marchent, comment avoir une bonne idée, comment avoir une idée qui marche mieux qu'une autre, etc. Et en lisant son livre, j'ai trouvé ce livre incroyablement inspirant, mais dans la pratique, illustré essentiellement par un thème sur lequel il était ultra compétent, parce qu'il avait écrit un autre livre sur le sujet, qui était la rumeur. Or, la rumeur couvre une part des idées, mais n'est qu'une part. On est avant Internet. Donc la rumeur, depuis Internet, on en parle beaucoup plus. Et je me suis dit, un jour, il faudrait que j'amène le complément sur les idées, ce qui a fait l'objet de mon premier livre, qui s'appelle « L'idée qui tue », qui est un livre sur une réflexion sur comment les idées deviennent idéologie en matière politique, en matière religieuse, en matière culturelle, ou dans le monde économique que je connais le mieux, et qui est une réflexion sur qu'est-ce qui fait que quelque chose devient un isme, en quelque sorte, c'est-à-dire le marxisme en politique, le christianisme ou l'islamisme, le dadaïsme en mouvement culturel. Donc à quel moment une idée fait système dominant qu'on a du mal à remettre en cause. Donc c'est le premier bouquin que j'ai sorti et qui m'a permis de continuer ma réflexion sur les idées. Et puis, au moment de la sortie d'une nouvelle version de mon livre en 2022, j'accompagne ça d'une newsletter LinkedIn hebdomadaire, puisque je lis un livre par semaine, où je commente un livre par semaine sur l'idée qui me semble inspirante du livre en question. Et c'est ça qui a donné l'opportunité de créer ce livre, Les idées qui sauvent, 52 idées pour vivre mieux ensemble et durablement, qui est en fait la reprise, mais très réécrite, en fait, des newsletters, d'un certain nombre de newsletters que j'avais publiés. C'est quoi ta routine d'écriture? Puisque là, tu lis un livre par semaine, plus tu as des activités, comment tu fais pour trouver le temps d'écrire? Alors c'est devenu assez rodé. Alors je veux dire que cette pratique d'écriture a un peu remplacé le sport chez moi, parce que tous mes partenaires de tennis ont eu des problèmes de santé, donc je les ai épuisés. Et donc c'est devenu assez normé, parce que je fais ce commentaire hebdomadaire quasiment chaque semaine depuis presque 15 ans maintenant. Et donc la norme, c'est que je lis un livre dans la semaine, le soir tard, ou au pire le vendredi soir. Il m'arrive de sacrifier une soirée entre amis ou une soirée théâtre pour lire le livre, mais il faut que j'ai choisi et lu le livre avant le samedi matin, puisqu'en fait j'écris le samedi matin, je crée les images, puisque sur une newsletter il y a la partie imagée, film est importante, donc il y a un peu de recherche également à faire, et je publie le lundi matin. Donc c'est devenu assez normé, et donc j'ai trouvé cette routine d'écriture qui me permet en quelque sorte de dormir tranquille en sachant que je vais y arriver, parce qu'en fait je me mets moi-même une pression totalement inutile, et j'adore l'idée de mettre en évidence les idées des autres. Donc en fait ces 52 idées, c'est pas mes idées, c'est 52 idées que j'ai repérées dans 52 livres écrits par des gens dont certains sont très connus, et qui n'ont pas besoin de moi pour l'être davantage. Un Gérald Bronner, un Jacques Attali, un Edgar Morin bien sûr, n'ont évidemment pas besoin de moi pour mettre en évidence. Mais parfois je vais chercher des idées moins connues, c'est-à-dire que j'ai pris, Jacques Attali produit beaucoup, mon dernier chapitre c'est sur la gratitude, et donc j'ai choisi de prendre ce sujet-là de Jacques Attali, alors que j'aurais pu en puiser plein d'autres. Il travaille évidemment sur d'autres sujets intéressants. Et puis il y a des auteurs un peu moins connus, dont certains
certains commencent à le devenir. Je pense à Olivier Amand sur la robustesse, par exemple. Et puis des gens qui mériteraient vraiment d'être plus connus. Je pense à Fanny Lederlin qui fait un travail super intéressant. Donc voilà, donc moi, ma contribution, c'est aussi de donner envie de lire les livres que j'ai aimés sous l'angle de la raison pour laquelle je les ai aimés. Tu as l'impression, justement, en passant par l'écriture, que tu arrives à déjà mieux t'approprier ces concepts, mais surtout à les rendre plus compréhensibles par les autres? Oui, complètement. C'est-à-dire que, alors il y a un enjeu d'écriture incroyable sur le titre. Donc les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils vont lire éventuellement les chapitres en regardant les titres un peu vite, mais je passe pas mal de temps à essayer de trouver le bon angle qui est celui qui à la fois rend hommage à l'idée. Donc tous les titres commencent par « et si », par un questionnement, puisqu'en fait ils témoignent d'une pratique. Donc « et si nous cessions d'opposer les générations » est un exemple. Donc les 52 titres commencent par « et si », comme tout ce que je fais depuis 15 ans sur mon blog et maintenant sur ma newsletter. Et si nous retrouvions le sens de l'humour. Donc pourquoi ça passe par « et si » ? Parce qu'en fait il y a deux pratiques de la philosophie. Il y a un bouquin que j'adore, dont je parle dans la conclusion de mon livre, qui est un bouquin de Sophie Nordman qui s'appelle « La vocation de philosophe ». Je recommande vraiment non seulement à tout le monde de lire, mais à tous les parents de l'offrir à leurs enfants pour leur donner une autre vision de la philosophie. Donc Sophie Nordman insiste sur le fait qu'il y a deux manières en fait de voir la philosophie. On pourrait dire le dire et le dit, et donc il y a le dit de la philosophie qui consiste à regarder les thèses des philosophes comme finalement on les apprend éventuellement à l'école. Mais la philosophie, c'est pas ça. La philosophie, c'est une pratique du questionnement. Fondamentalement, Socrate et Platon sont là pour en témoigner. Et donc c'est une recherche personnelle qui passe par le questionnement, qui passe par la remise en question, la remise en cause, au fond. Donc ces 52 questions sont 52 questions pour remettre en cause certaines idées reçues, certains dogmes qui, selon les auteurs que je soutiens, puisque c'est des thèses auxquelles je souscris, sinon je ne les aurais pas sélectionnées dans les 52, sont transformatrices et permettent à la fois de se sentir mieux soi-même, parce que ça répond à des questions fondamentales. Mais pourquoi la violence ? Mais pourquoi la haine ? Mais pourquoi la beauté ? Mais pourquoi l'humour ? Donc ça permet de rentrer dans des questions assez fondamentales, mais de le faire sous l'angle d'une transformation de soi-même. C'est-à-dire chaque question est transformatrice. Edgar Morin a une très jolie phrase en disant il n'y aura pas de métamorphose du monde si on ne métamorphose pas sa propre pensée. Et donc en fait ce bouquin est une incitation à se transformer légèrement soi-même dans les points de vue qu'on peut avoir sur les choses et sur le monde pour agir différemment et surtout ne pas être tétanisé par la violence du monde, par ce monde fermé dans lequel et de plus en plus refermé dans lequel on est. Donc c'est quand même un bouquin d'humaniste planétaire que je suis. Merci Edgar Morin de m'avoir quasiment initié à cette démarche. Et pourquoi tu t'es dit je vais faire une newsletter ? Par exemple, pourquoi tu as commencé à faire ça ? Alors c'est assez drôle, c'est la question du passage entre la dimension intellectuelle et la dimension pratique et active. C'est-à-dire que le premier livre que j'ai écrit, L'idée qui tue, est un livre qui est assez, je crois et j'espère, assez robuste d'un point de vue théorique, mais hyper concret, hyper pratique. C'est un guide pour réussir sa start-up, c'est un guide pour réussir son association. Et en fait, je l'ai écrit en pensant aux amis de mes enfants, à qui je donnais occasionnellement des conseils sur comment réussir sa start-up ou son assos, en fait. Donc cette dimension entre l'idée et son incarnation réelle, qui est là encore au cœur de ma pratique et de mon métier, puisque moi, dans mon métier de la publicité ou de la communication, les idées s'incarnent toujours par quelque chose, par des objets, par des contenus, par des films, par des affiches, par tout ce qu'on veut. Donc c'est ce rapport entre théorie et pratique, si je puis dire, que je trouve assez intéressant. J'allais te demander justement, donc là tu me parles de livres que tu n'aimes pas, on va dire. Est-ce que parfois tu écris de la critique ? Parce que dans idéalisme, en fait, on a l'impression qu'il y a quelque chose de très positif dans ta démarche d'écriture. Est-ce que parfois tu critiques ces livres, justement ? Alors, très peu, pour être franc, parce que mon objectif, c'est d'emmener les gens sur l'idée, pas forcément sur le livre. Et d'ailleurs, parfois, il m'arrive de ne prendre qu'un extrait du livre, un chapitre du livre, et je le mentionne dans ce cas très clairement en disant ce livre m'a moyennement intéressé, mais ce chapitre, je le trouve génial. Mais par contre, je suis dans une démarche très positive, parce que mon sujet, c'est de partager les idées. Bien sûr, je le fais au travers du partage des livres, et donc des auteurs des livres, mais mon envie d'agir sur le monde passe par la capacité de donner envie aux gens de tirer le fil de l'idée que j'ai entre guillemets sourcée, donc j'y vais sans nuance en fait. Donc les titres traduisent ça, c'est-à-dire que j'essaie d'angler cette idée pour la rendre. Alors
ça va être très prétentieux ce que je veux dire, mais parfois plus intéressante qu'elle n'est. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui compte, c'est le potentiel de l'idée. Et je remercie l'auteur d'avoir créé le premier fil qui permet d'être tiré. Sans ce fil, on n'aurait pas tiré le reste de la plotte, en quelque sorte. Mais ce qui m'intéresse, c'est le futur de l'idée plus que simplement son passé. Dans ces idées, justement, pour nous sauver, il y en a 3 que tu retiens et qu'on devrait s'appliquer pour améliorer notre vie? Alors justement, si on rentre, oui, 3 faciles, hein, mais je vais commencer par une première. Je dirais rentrer dans le livre par la question du méliorisme. C'est un terme en fait qui a été peu utilisé en Europe parce qu'il vient de la philosophie anglo-saxonne, qui est très pragmatique donc sur lequel qu'on regarde un petit peu de haut chez les philosophes européens, mais qui est quand même très intéressant parce qu'entre le pessimisme et l'optimisme, alors après on peut parler de l'optimisme de volonté, l'optimisme de raison, qui ressemble beaucoup au méliorisme, mais il y a la question du méliorisme qui est de dire on a une responsabilité chacun d'améliorer les choses. C'est pas d'attendre que tout s'améliore miraculeusement, je crains que ça n'arrive malheureusement pas tout de suite, mais c'est la possibilité, c'est la logique du colibri, etc., c'est la possibilité de chacun faire un chemin d'amélioration avec les autres. Donc je pense que le chapitre sur le méliorisme est un chapitre qui est pour moi assez transverse dans la compréhension du livre, puisque chaque chapitre en fait conduit à une potentielle petite transformation de soi. Alors si en plus on en fait 52, ça devient énorme. Et puis je dirais, il y a un chapitre que j'adore, qui est un chapitre qui croise 2 auteurs. C'est assez rare. À chaque fois, je traite qu'un seul livre. Et donc c'est le chapitre sur le sens de la vie. Donc je me suis dit quand même sur le sens de la vie, j'attaquais un gros morceau. Donc je pouvais me permettre d'avoir 2 auteurs. Donc ça fait référence à un bouquin de Thibaut Salnave, croisé justement, on en parlait tout à l'heure, un bouquin, le dernier livre d'ailleurs de François Jolien. Et là encore, l'idée c'est de dire, chacun voit midi à sa fenêtre, trouvons la solution à sa fenêtre aussi. C'est-à-dire comment est-ce que chacun peut non pas chercher le sens de la vie, mais donner un peu plus de sens à sa vie. Donc pour moi, c'est un chapitre assez fondateur. Et s'il y en avait un 3e, c'est évidemment le premier du livre, qui est un hommage que je rends à un garçon que j'adore, qui s'appelle François Tadei. Donc François Tadei, c'est le fondateur de ce qui s'appelait le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire. C'est un chercheur au départ, polytechnicien, qui a créé ce qui s'appelle aujourd'hui le LPI, le Learning Planet Institute, et qui a écrit plusieurs livres, mais dans la traduction en anglais d'un livre, d'un chapitre qui n'existe pas en français malheureusement, il parle d'un concept qui s'appelle le planetizenship, qui l'oppose au citizenship. Et il dit qu'il faut que nous devenions davantage des planétoyens, donc des citoyens de la planète qui intègrent le vivant, et pas simplement des citoyens, en rappelant que les citoyens, dans la Grèce antique, se sont érigés contre. On était contre le reste du monde, la cité était contre les esclaves, les femmes n'étaient pas invitées à être citoyennes, etc. Donc en fait, on l'a oublié, tant mieux, mais dans le concept même de citoyenneté, il y a quelque chose qui n'est pas inclusif ni des autres, ni du vivant, ni de la planète. Et donc c'est pour ça qu'il a proposé un changement, une bifurcation, une décoïncidence, comme on disait tout à l'heure avec François Jolien, ou un changement de paradigme, en vrai, c'est un changement de paradigme qui est de considérer qu'on est planétoyen. C'est une autre manière de parler de la citoyenneté planétaire, qui est un concept qu'on entend beaucoup, mais qui est assez intéressant en se disant, un planétoyen, c'est quelqu'un qui se préoccupe non seulement de la totalité du vivant, mais aussi de ce qu'il lègue à ses enfants et petits-enfants et aux enfants de ses petits-enfants. Donc c'est la pratique du bon ancêtre, donc soyons tous de bons ancêtres. Donc voilà 3 chapitres pour essayer de vous donner envie de rentrer dans le livre. Tu penses que justement il y a des très bonnes idées qui sont nées dans la littérature, ou en tout cas dans des livres qui datent et qui sont toujours d'actualité? Oui, là encore, si on regarde l'idée sous l'angle justement de la quête, donc cette logique philosophique d'une quête permanente de la sagesse, hein. Le philosophe, c'est pas le sage, c'est pas le sophos, c'est le philosophe, c'est celui qui est en quête de cette sagesse. Les romans sont incroyablement utiles et inspirants. Donc une fois de plus, j'en parle très mal parce que je n'ai pas assez de temps, et peut-être un jour je l'aurai, pour lire plus de romans et en profiter davantage, mais j'ai un profond respect sur tout ce que les romans peuvent amener. Et donc oui, bien sûr, cette sensibilité aux autres, au fond, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est nous sommes des animaux sociaux qui ne pouvons vivre, survivre, aimer qu'avec et par les autres. Donc en fait, les romans amènent cette capacité
socialisante, au fond, qu'on retrouve aussi dans mon livre, parce qu'il y a plusieurs chapitres qui sont sur comment réunir un monde désuni, qui est pour moi le sujet le plus fondamental du moment en matière politique. Depuis tout à l'heure, on parle du terme idée qui traverse vraiment tes livres. Mais c'est quoi une bonne idée? Alors, une bonne idée, c'est une idée qui se propage de cerveau en cerveau en augmentant sa capacité de conviction et son efficacité et sa performance, au fond. Donc, quand une idée naît, elle a toutes les chances de mourir si elle n'est pas nourrie par les cerveaux des uns et des autres. Donc, en fait, une bonne idée, c'est une idée qui circule. Alors, il y a aussi beaucoup de mauvaises idées qui circulent, mais la première qualité d'une idée, c'est de circuler de cerveau en cerveau. Après, il y a évidemment dans la bonne idée une dimension éthique de l'idée qui est, comme tout sujet, comme tout progrès, comme toute invention, il y a un bon aspect et un mauvais aspect. Et donc, les idées sont toutes interprétables de manière différente, parce que par essence, une idée est segmentante. C'est-à-dire une idée n'apparaît dans le champ, dirait Bourdieu, qu'en brisant un existant. C'est pour ça que mon premier livre s'appelle L'idée qui tue. Ce n'est pas l'idée qui tue les gens, je tiens à le dire, surtout que mon livre a été traduit dans plusieurs langues. C'est l'idée qui tue une idée reçue. C'est-à-dire que donc une idée prend sa force de sa valeur subversive en ayant la capacité de transformer quelque chose dans la tête des gens. Et on ne peut pas penser en même temps que la Terre est ronde et la Terre est plate. Donc si on croit que la Terre est plate, ce qui de mon point de vue est un problème, c'est parce qu'on a remplacé la Terre est plate, on s'est auto-convaincu soi-même pour remplacer l'idée que la Terre est ronde, ce qui quand même normalement est une observation qu'on peut faire facilement. Et est-ce que tu as l'idée du prochain livre que tu vas écrire? Alors, peut-être, parce qu'en fait, je lance un podcast, j'en profite pour le dire, on ne sait jamais, qui va s'appeler We Are Idealists en anglais, nous sommes idéalistes en français, qui va donner la parole à des utopistes qui ont commencé à transformer leur utopie en réalité. Donc je fais ça avec Karima Charny et Dia Charny qui vont co-interviewer avec moi les invités. Et on lance ça le mois prochain. Et donc je me dis que ça peut être assez intéressant de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire après les idées qui sauvent, de passer aux sauveurs par les idées en parlant de leur projet. Si tu pouvais dîner avec 3 personnes, qui choisirais-tu? Socrate, Blaise Pascal, Edgar Morin. Et pour le troisième, j'ai eu la chance d'avoir ce dîner d'Edgar Morin, et j'ai une petite anecdote à vous raconter à ce sujet. Au moment où j'écris et je publie mon premier livre sur les idées, qui s'appelle L'idée qui tue, très inspiré par le livre d'Edgar Morin, publié en 91, qui s'appelait Les idées, leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur organisation, je me dis, mais il y a quand même 2-3 trucs dans son livre où je trouve qu'il a tort, où je ne suis vraiment pas d'accord. Et ça me gênait parce que j'ai une telle admiration pour Edgar Morin que pour moi, tout ce qu'il écrit est forcément juste. Mais là, je n'étais vraiment pas d'accord. Et je profite d'un ami commun qui connaît bien Edgar, et je lui dis, mais j'ai besoin de poser ces questions à Edgar, je ne peux pas publier mon livre sans avoir compris pourquoi il dit ça alors que je ne suis pas d'accord. Et il me fait ce cadeau, et donc il invite Edgar Morin à dîner, et donc j'ai dîné avec Edgar Morin chez lui, et de manière très sympa, à la fin au café, on était 6, 4 personnes nous laissent tous les deux, et je pose à Edgar Morin, que j'ai rencontré plusieurs fois depuis, mais c'était la première fois que je le voyais à l'époque, mes questions sur son livre, et avec, je stabilobosse beaucoup les livres, avec des points, avec des gros points d'exclamation et d'interrogation. Et sur les 3 points, il me dit, non mais, t'as raison, c'est faux, j'ai tort. Et là, je me dis, mais en fait, on devrait faire ce travail aux auteurs de leur vivant, d'avoir cette lecture critique d'eux-mêmes sur ce qu'ils ont pu écrire, parce qu'on aurait fait ça avec Nietzsche, on aurait simplifié la vie de tous les philosophes, on aurait mieux compris ce que Nietzsche avait vraiment voulu dire, versus ce qu'il avait écrit sous l'emprise de matières diverses. Et donc voilà pourquoi je pense qu'il faut profiter du fait que les gens sont encore vivants pour leur demander des exercices critiques sur ce qu'ils ont écrit dans leur jeunesse. Il va venir dans ton podcast? Tu vas essayer? J'adorais. J'espère. Moi aussi, il est invité en tout cas, publiquement. Laquelle de tes idées a fait le plus polémique sur LinkedIn? Donc le post qui a fait le plus polémique est aussi celui qui a été du coup le plus vu, parce que mécaniquement sur LinkedIn, plus il y a de polémiques, plus les posts sont vus. Et c'est un article que j'adore, qui est un article sur l'élégance, dont le titre est « Et si nous remettions de l'élégance dans nos relations ?» mais dont le point de départ est un message d'insulte, mais vraiment d'insulte, que j'ai reçu sur LinkedIn, d'un lecteur qui n'en pouvait plus du fait que je titre toujours en majuscule. J'adore écrire en majuscule, c'est comme ça. Et donc je titre en majuscule chacun de mes articles. Et là, il m'écrit, je lis,
Arrêtez de crier. Hé, boomer, on nous a jamais dit que sur le net, l'emploi de majuscules signifiait que l'on était en train de crier? Point d'interrogation, point d'exclamation. Arrêtez donc de titrer vos posts en majuscules, c'est insupportable. Ce n'est pas en criant que vous retiendrez l'attention, mais par la nature de vos propos. Parlez-nous doucement, en lettres normales, pas en capital, écrit en capital. Bordel, bordel écrit en capital également. Sinon, je vais finir par me désabonner, ne m'agressez plus visuellement. Merci. Et là, j'ai quand même hésité à plusieurs manières de répondre ou de ne pas répondre, y compris de répondre par le mépris. Et il se trouve que c'est le moment où je lisais un livre génial que je vous recommande sur l'élégance. Et j'ai décidé de répondre élégamment. Vous le trouverez dans le livre. Super. J'aime bien les haters LinkedIn. Ils ont l'air différents. Ils sont quand même... Ouais, voilà, c'est rédigé. Hein. C'est quand même rédigé. Ils font un effort. Ils font un effort de mal. rédaction. Hein. Il y a des fautes d'orthographe non corrigées quand même, donc, que j'ai pas regardé dans le livre. Parce que mon éditeur a dit je peux pas éditer un livre avec des fautes d'orthographe. Donc c'était quand même... Je disais pas moi, c'est lui. On pourrait lui rendre sa faute d'orthographe. Différents profils de haters. Voilà, ouais, c'est du haters, première catégorie. En majuscule. C'est du haters majuscule en fait. Trop bien. Merci beaucoup Nicolas Bordas pour notre échange. Merci. Je suis très heureuse d'avoir reçu Nicolas Bordas. Vous pouvez retrouver son livre en librairie Les idées qui sauvent, c'est aux éditions Novice. Et nous, on se voit bientôt dans un prochain épisode de Booksider.